C'est le printemps, ça paraît, hein? Ouais, non. On ne fait pas un engagement électoral, mais ça n'aurait pas tout à peine. Hein? À partir du 21, du 20 mars, c'est fini. Ouais, c'est la faute du fédéral. On fait partie des négociations de ce client avec le fédéral. Alors, bon, bonne journée tout le monde, merci d'être là. Vous voyez, aujourd'hui, je suis accompagné de gens de l'organisation. Andréane, que certains connaissent, qui est très active sur les médias sociaux, qui est notre présidente régionale jeune, qui est aussi notre représentante jeune, qui est un travail formidable. Merci Andréane d'être là. Évidemment, avec toute l'équipe, j'ai mon responsable des pancartes, Gaston, Maïté, Régent, qui est mon agent officiel, qui est aussi responsable des finances, un bon conseiller. Donc, merci d'être ici. Parce que vous savez, c'est une grande famille, on est dans le local, il y a beaucoup de personnes qui sont ici, qui travaillent ardemment à faire en sorte de faire sortir le vote à cette heure. Premier message d'intérêt, vous me le permettez, si c'est possible, de le répercuter. On a constaté certains problèmes au niveau des bureaux de votation dans le secteur de Côte-Révère. Un secteur important. Et on a fait des représentations auprès du directeur général des scrutins pour qu'il y ait des modifications pour faire en sorte que les gens puissent voter, évidemment, du côté sud. Il y avait eu certains choix qui avaient été faits qui n'auraient pas favorisé le vote selon nous. Donc, le DGE ici a donné suite à l'autre banque, j'en suis bien content. Donc, je demande aux citoyens de la Côte-Révère de bien prendre attention à la carte qui va être transmise, la carte d'électeur. Où il y aura vraiment le lieu de votation, c'est important. Ça fait en sorte que le 7 avril, on ne se trompe pas d'endroit. On va voter à bonne place, puis on n'a pas à se déplacer. Puis ça améliore le vote, puis ça empêche les frustrations. C'est quoi le problème? Ben, il y avait des endroits, parce qu'ils ont diminué le nombre d'endroits où on doit voter. Okay? Et parce que les pôles sont rendus plus gros. Mais ça enlevait des endroits comme... il y a divers endroits qui étaient enlevés. Et la dernière élection, on avait constaté que certains électeurs ont été frustrés par la situation. Ils ont voté toute leur vie à un endroit, puis ils arrivaient là et finalement, ce n'était pas le bon endroit. Et là, ce qu'on dit aux gens vraiment de la Côte-Réserve, regardez vos cartes d'électeurs pour être sûr que c'est le bon endroit où vous allez vous présenter le 7 avril. Aujourd'hui, de quoi on vous parle? Ben, la dernière fois, on vous a parlé de la qualité de vie, évidemment, des citoyens de Chicoutimi. Vous avez eu des engagements en santé, en particulier, mais concernant les personnes âgées, les soins à domicile, le sport aussi, nos engagements par rapport à ce qu'on voulait pour la jeunesse. Aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est ce qui est, je pense, le plus important pour nos citoyens, pour faire en sorte que la région continue dans son dynamisme et ramène et développe l'emploi ici. Évidemment, c'est autour de la création d'emplois. Création d'emplois, ça passe par quoi? On a annoncé, oui, un rendez-vous pour repositionner la région au niveau de ses orientations stratégiques au niveau économique. Je pense que c'est important dans le contexte qu'on vit. On a fait des choix il y a à peu près une douzaine d'années au niveau de nos priorités avec les projets accords. Je pense que c'est le temps de revisiter ces orientations-là pour placer la région dans les nouveaux créneaux qui se dessinent au niveau de la forêt, entre autres, de l'utilisation du bois. On a des créneaux-là à développer. Donc, ce rendez-vous va permettre de voir l'aboutissement de projets importants pour Chicoutimi, pour la région, mais aussi va repositionner la région dans ses priorités au niveau de la création d'emplois. Première chose qu'on va s'attaquer quand on est élu le 7 avril, c'est évidemment Rio Tinto. On a 4 milliards d'investissements qui est prévu par Rio Tinto. On sait que le contexte de l'aluminium a évolué défavorablement dans les dernières années. Ce qu'on voit par contre, c'est une certaine reprise. Et avec la politique du Parti québécois de se servir des surplus énergétiques pour favoriser la création d'emplois, on a une opportunité, on a un levier pour dire à Rio Tinto, on va être des partenaires dans vos projets d'investissement. C'est 4 milliards. Ces 4 milliards-là, oui, vont favoriser le maintien et le développement d'emplois pour Rio Tinto, mais va aussi avoir une impulsion favorable pour nos PME, pour les équipementiers, pour tous ceux qui tournent autour de cette économie importante qui est la construction, et après ça, évidemment, pour l'entretien de ces équipements high-tech, et même pour permettre, après ça, l'exportation de cette expertise un peu partout. Donc, il faut favoriser l'aboutissement de ces investissements. On a un contexte favorable. Il y a déjà eu des rencontres avec les gens de Rio Tinto. Il y a une ouverture, nous sommes prêts à discuter tant du maintien des installations actuelles à Arvida, mais évidemment de s'assurer qu'ils puissent investir à court terme pour notre région et faire en sorte qu'on puisse reprendre le chemin du
développement dans le secteur de l'aluminium. Donc, ça va prendre aussi une bonne pensée pour les PME. Oui, il faut protéger les crédits d'impôt actuellement que nous avons, mais je pense qu'on doit aller plus loin dans la politique qu'on doit développer avec Rio Tinto pour favoriser le développement de l'emploi dans nos PME. Dans la transformation, mais dans ceux qui tournent autour. On va avoir à proposer, dans le cadre des négociations, une nouvelle approche avec Rio Tinto pour favoriser les PME de la région dans le développement de l'emploi et de ce secteur névralgique pour elles. Renforcer l'emploi, c'est aussi travailler à faire en sorte qu'il y ait plus d'employés de la fonction publique ici. Puis, je suis bien placé pour en parler étant responsable de l'administration publique. Et j'ai passé du geste à la parole, de la parole au geste plutôt dans les 18 derniers mois. En 18 mois, on a réussi à créer un centre d'expertise au niveau informatique. C'est 30 emplois, c'est un début, mais on n'arrêtera pas en chemin. On a des opportunités. On le vit avec le ministère du Revenu. C'est près de 70 emplois qui vont être créés à terme de plus au niveau du ministère du Revenu, mais il y a d'autres secteurs dans lesquels on doit favoriser la région. Pourquoi? Il y a deux raisons principales. À Québec, de toute façon, c'est le plein emploi. Et la deuxième chose, c'est que nous avons ici, au niveau de l'offre de formation, tant au niveau collégial qu'universitaire, de l'offre de formation au niveau informatique, on a l'expertise ici. On a un programme qui est costaud, qui va favoriser le recrutement pour des nouveaux employés de la fonction publique déjà. Et c'est ce qu'ils souhaitent. Donc, on veut mettre de l'avant de nouvelles initiatives dans le domaine de ce qu'on appelle de la déconcentration, donc amener plus de fonctionnaires ici en région. Des conditions favorables pour l'emploi, c'est aussi le secteur touristique. On a une belle journée d'hiver aujourd'hui, donc ça nous rappelle à quel point l'hiver est important. Il est long ici. Donc, ça cause certains inconvénients, on le sait, mais ça a un avantage, c'est que ça fait du Saguenay-Lac-Saint-Jean la région la plus enneigée. Et celle qui a la plus longue période d'hiver au Québec. Et le tourisme hivernal, c'est celui qui est en croissance. Et c'est celui qui est, je dirais, sur lequel on doit appuyer, pour différentes raisons. Mais entre autres par le fait qu'on aura des opportunités. La baisse du dollar canadien va favoriser la redynamisation du secteur touristique pour l'ensemble du Québec. Il faut que la région obtienne sa juste part et notre joyau va tourner autour des Monts-Valais. C'est des retombées pour nos hôteliers ici à Chicoutimi puis dans tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour les auberges aussi, qu'il faut absolument encourager de différentes façons. Oui, par des campagnes plus musclées au niveau publicité, mais au niveau par des infrastructures de qualité. On a déjà commencé en améliorant ou plutôt en renforçant cet automne les infrastructures de la CEPAC. On va continuer à le faire dans les prochains mois. Et ce sera un des éléments qu'on va livrer à très court terme pour les infrastructures touristiques au niveau hivernal. Une autre opportunité qu'il faut saisir dans le repositionnement de la région, c'est tout ce qui concerne la génomique. On a le Dr Godet et son équipe, la biobanque, qui sont installés suite d'ailleurs à ce créneau-là qu'on avait développé à l'époque au tournant des années 2000. Ce créneau-là peut avoir des opportunités intéressantes au niveau pharmaceutique. J'ai donné le mandat à M. Godet d'arriver avec des propositions, tant au niveau pour faire venir des entreprises ici dans le domaine pharmaceutique et en même temps de développer ce secteur-là autour de la biobanque. Et je suis convaincu qu'on a le potentiel pour créer de l'emploi à partir du secteur de la génomique ici à Chicoutimi et dans notre belle région. Supporter l'emploi, c'est aussi aider les secteurs commerciaux. On a parlé des pistes cyclables la dernière fois. Ce qu'on a actuellement, pour les deux centres-villes, il y a des projets intéressants pour favoriser la bonne circulation, de rendre ces lieux-là plus attractifs et plus sécuritaires. Je parle entre autres au niveau du pouvoir Talbot, au niveau des centres d'achat. Donc, on va collaborer avec ces gens-là autour des projets qu'ils ont, qui sont en train d'arriver à terme pour continuer à s'assurer d'une plus grande sécurité et un meilleur accès à nos zones commerciales qui sont importantes, qui sont dynamiques et qui regroupent beaucoup d'entrepreneurs du secteur Chicoutimi. La création d'emplois, le développement de la région, ça passe aussi par l'enseignement, la recherche et l'éducation. On a la chance d'avoir ici une université régionale forte qui rayonne partout au Québec et même à travers le monde. Il faut continuer à la soutenir, ainsi que le sujet de Chicoutimi, qui a des créneaux très particuliers. On a pris l'engagement au Parti québécois au niveau régional de faire en sorte que les créneaux particuliers, les créneaux d'excellence, ceux sur lesquels on a une exclusivité, entre autres le pilotage de Chicoutimi, soient préservés. Il y a beaucoup de gourmandises
du secteur montréalais, de l'environnement montréalais pour obtenir certaines formations. Nous prenons l'engagement d'assurer cette pérennité de l'exclusivité régionale dans le secteur de l'offre de formation au niveau de l'aéronautique. Renforcer l'université, c'est aussi renforcer ses créneaux de recherche. On a livré la charte du bois, elle venait de l'université. Maintenant, on va faire un pas de plus. Il faut développer le secteur de la formation. On est en cours, mais maintenant qu'on a marqué le pas au niveau québécois, il y a encore là de la gourmandise. Voyant l'opportunité, on voit lever dans différents endroits à travers le Québec une volonté de développer l'offre de formation, alors que c'est l'Université du Québec qui a déjà un bon pas d'avance. Mais il faut s'assurer qu'elle le garde. Comment? Nous aurons dans les prochaines semaines. On travaille sur le créneau de la recherche au niveau de l'utilisation du bois et on souhaite aboutir très rapidement au développement d'un secteur de recherche particulier à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, pour moi, ça va être névralgique. Et tout ce qui concerne, évidemment, la persévérance scolaire. Le groupe ECOB, on le sait, fait un travail formidable. Le plus grand chercheur au niveau de la persévérance scolaire, il est à Chicoutimi. C'est un gars d'ici. C'est un gars qui a fait sa marque. Il a un grand projet pour la région. Il faut l'accompagner là-dedans. Et faire en sorte que la région, qui a servi de phare au niveau de la persévérance scolaire, continue et qu'elle devienne un laboratoire et ait toujours un pas en avant dans les initiatives au niveau de la persévérance. Entre autres, dans ce projet, c'est d'assurer un pont entre le secteur primaire et secondaire. Souvent, ce qu'on voyait, c'est que on travaillait au niveau primaire, par la suite, les gens arrivaient au secondaire et les dossiers ne suivaient pas. C'est aussi simple que ça. Alors, il faut assurer un suivi. Et c'est un des créneaux de recherche et d'expertise que veut développer notre centre de recherche ici, et on va l'accompagner dans cette voie. La région aussi est très marquée au niveau des 7 habitudes de vie. On a fait un bon pas. Le Québec suit la marque que la région a faite autour, évidemment, de Pierre Lavoie. On a travaillé beaucoup avec Mario Trudel et toute son équipe pour créer ici un pôle d'expertise. Et nous allons continuer à les soutenir et à développer. On a eu des rencontres avec le ministère de la Santé. Oui, on doit marquer par rapport à nos habitudes de vie. Je pense que c'est lié. Mais si on peut avoir des retombées en termes de création d'emplois et en termes de recherche, c'est encore mieux. Et je suis convaincu qu'on va être capable de développer ça avec l'Université du Québec à Chicoutimi. S'occuper du monde, créer de l'emploi, il y a aussi nos infrastructures, évidemment, routières. Donc, on a, avant la campagne, respecté notre engagement au niveau du pont du Gueux. C'est un investissement additionnel de près de 21 millions de dollars qui a été annoncé par Sylvain Mois. On va travailler avec la Ville pour voir de quelle façon on peut améliorer cette fluidité, mais les investissements qui ont été annoncés vont favoriser une plus grande sécurité et une meilleure fluidité sur le pont du Gueux. Et ça, on s'engage à livrer dans le présent mandat. Et si on peut l'accélérer dans un contexte je dirais, de diminution de certains du secteur privé actuellement, de l'investissement privé, ça va être une occasion pour nous même de devancer certains échéanciers qui sont prévus. On a déjà annoncé au même niveau une réflexion et de redéfinir nos infrastructures routières à partir d'un plan global sur la fluidité. Sylvain et moi, on a annoncé ça il y a à peine un mois. Donc, et c'est le premier pas vers une nouvelle infrastructure, un nouveau pont sur la rivière Saguenay. Donc, c'est un plan qui est global, qui va être livré en bas de 2 ans, là, autour de 18 mois, qui va permettre tant au niveau de l'arrivée du parc des Laurentides jusqu'à ce qui arrive de la Côte-Nord et de l'ensemble du Dirait du Nord et même du Grand Nord. Comment on peut diriger la circulation, quels sont les meilleurs scénarios en termes d'infrastructure pour favoriser la sécurité et la circulation, de l'accroissement, j'en suis convaincu, de l'utilisation des infrastructures routières. Donc, c'est la première étape. Il fallait savoir ce qu'on s'en va. Il y a un débat autour de où devrait être le pont. Il faut s'assurer qu'il va être au bon endroit. Puis, comme on le sait, c'est en regardant comment se comporte la circulation, d'où elle vient, puis où elle s'en va. Donc, cette étude-là sera livrée très rapidement. On parle donc dans les 15 ou 18 prochains mois. Et par la suite, on prendra une décision sur nos infrastructures. Je souhaite aussi accorder une attention toute particulière aux petits lacs. On est une région, malgré la présence de l'hiver qui persiste. On est quand même une région qui se distingue par l'utilisation de modes alternatifs au niveau du transport, entre autres au niveau du vélo. On voit beaucoup d'entreprises dont les employés viennent le matin en vélo et on a une carence.
On a investi dans le dernier mandat et le mandat d'avant, quand j'étais en opposition, autour d'infrastructures pour les cyclistes. Et je pense qu'on peut faire plus avec un plan global. On va travailler avec les autorités municipales là-dessus. Et mon objectif, c'est qu'en 4 ans, on est capable de compléter le réseau. Dernière chose, le comté de Chicoutimi, évidemment, c'est très urbain, c'est vrai. Et, beaucoup d'événements culturels, beaucoup d'activités liées à l'urbanisation, mais il y a aussi des rangs. Et je pense qu'il y a un effort à faire sur la qualité de nos infrastructures au niveau rural, routier. Il y a une carence là. Pour prendre le rang Saint-Martin et le rang Saint-Joseph pour m'en aller manger mon petit fromage de temps en temps, ce qu'on constate, c'est que ça mérite une attention plus importante. Et on entend se consacrer à faire en sorte d'améliorer la circulation routière au niveau rural, dans les secteurs autour de Chicoutimi. Alors voilà les engagements au niveau de la création d'emplois. Et ce que je dis aux gens de Chicoutimi, aux gens de la région, on a une équipe solide qui a fait de la création d'emplois sa priorité. Et en 18 mois, on a livré beaucoup de choses. Mais je pense que le meilleur s'en vient. On a des opportunités formidables avec les entreprises qu'on a au niveau de la forêt, au niveau minier et au niveau de l'aluminium. Donc, on va profiter de ces opportunités pour créer des emplois ici, à Chicoutimi et dans notre belle région. Merci. Non, quelque chose, mais vous êtes engagé à... Oui, il va y avoir un nouveau pont. Mais ce qu'on dit, c'est la première phase. Moi, je suis convaincu que les conclusions vont conclure à la nécessité de le faire. Moi, j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que le secteur Nord est en transformation actuellement. C'est le seul secteur qui est en augmentation en termes de population de façon importante dans la région. On voit ce qui se passe à Saint-Honoré, à Chicoutimi-Nord, à Falardeau. Donc, ce secteur-là est en croissance. Les projets miniers qu'on a vont accélérer les besoins en termes d'infrastructure aussi. Donc, il y aura une opportunité de construire une nouvelle infrastructure sur la rivière Saint. Ce que je comprends, vous dites pas on va travailler à... Il va moi, je vais parce que l'étude va le prouver. Moi, c'est ce que je pense, effectivement. Et de toute façon, je crois sincèrement qu'on ne peut pas développer une région en n'ayant pas la conviction qu'on va augmenter la population ici. Si on a un discours défaitiste, si on a un discours négatif, c'est sûr qu'on ne fera plus d'investissement ici dans la région. Donc, cette infrastructure, elle va devenir nécessaire. Et j'ai hâte de voir le résultat de cette étude. J'ai pris la même technique à l'époque lors de la construction de la route du Parc des Laurentides, sous l'angle de la sécurité, sous l'angle de la fluidité. Et on aura la même occasion de le faire pour la rivière Saguenay, pour la nouvelle infrastructure. Concernant RTA, oui. Vous voulez soutenir qu'est-ce que le gouvernement peut faire alors que le marché de l'aluminium ne dépend pas du gouvernement. Le coût de la main-d'œuvre ne dépend pas non plus du gouvernement, à moins que je me trompe. Et RTA, il est déjà alimenté par ses barrages d'énergie. Qu'est-ce que... parce que dans ces nouveaux projets, Rio Tinto va utiliser un bloc énergétique additionnel qui est prévu actuellement pour Tarifé. Donc, vous avez vu ce qu'on a fait dans le cadre Alcoa, où on a préservé certains emplois. La politique du gouvernement du Québec actuellement est tournée sur l'utilisation des sûretés énergétiques pour développer l'emploi. Et un des plus grands projets industriels du Québec, c'est Rio Tinto. Donc, j'ai déjà commencé, suite à la conférence que j'avais faite à la Chambre de commerce, à discuter avec les gens de Rio Tinto. Pour nous, c'est un partenaire privilégié. C'est sûr qu'on va avoir une préoccupation par rapport à la présence des PME, au maintien des emplois, au développement du secteur des équipementiers. Mais évidemment, tout cela passe par l'aboutissement de nouvelles installations ici. Et le secteur de l'aluminium, ça bouge vite. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que c'est un secteur qui demeure en croissance. Oui, le prix a baissé, les inventaires sont élevés, mais la croissance aux États-Unis nous porte à croire tous que nous sommes sur le marché de la reprise. Donc, quand on anticipe que ça va mieux aller, il faut déclencher les investissements le plus rapidement possible. Alors, et comment on peut le faire, c'est en donnant des conditions gagnantes à Rio Tinto pour faire ces investissements. Donc, il y a des scénarios qu'on a élaborés par rapport au prix de l'aluminium qui vont faire en sorte que le prix de l'énergie peut varier en fonction évidemment, du prix de l'aluminium. Donc, nous allons exploiter cette opportunité-là avec Rio Tinto. Déjà, je viens m'asseoir avec des dirigeants de Rio Tinto ici dans la région. Donc, non, moi, je suis convaincu que dans les 4 prochaines années, on va avoir des bonnes nouvelles à ce niveau.
Mais uniquement en baissant ou rendant l'énergie plus disponible, plus accessible, ça convaincrait RTA d'aller de l'avant avec ça. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a différents facteurs. Les coûts de production font partie du choix d'investissement de Rio Tinto. Nous, ce qui est important, c'est de leur tendre la main, de leur dire qu'on est partenaire pour le développement. Et ça a été fait. Que tous les projets importants, on est en concurrence à travers le monde sur d'autres projets, mais que si on donne des conditions favorables, il y aura de l'investissement d'aluminium, la région va être privilégiée. Donc oui, je suis convaincu qu'avec les leviers qu'on a, il y a différents leviers, l'énergie en est un, mais il y en a d'autres qui vont nous permettre de voir aboutir ici cet investissement important. C'est sûr que si à partir du moment où on débloque cet investissement-là, ça va donner une impulsion incroyable pour la région. Et à travers ça, ce qu'on veut aussi, c'est voir aboutir. Vous voyez, au secteur minier, on a 3 projets intéressants. BlackRock, il y a des retombées ici. Évidemment, Niobec, un projet important qu'on croit, qu'on souhaite accompagner l'entreprise, puis Ariane Phosphate aussi. Est-ce qu'on doit décoder, M. Bédard, est-ce qu'on doit décoder que ce qui a été donné à Alcoa pourrait être donné à RTA pour son bloc supplémentaire additionnel de combien, en fait? Écoutez, je ne peux pas négocier sur la place publique. Eux avaient à l'époque un bloc énergétique demandé. Il y a leurs installations actuellement en vigueur, leurs délais d'installation. Il y a aussi des délais qui courent actuellement. Donc, nous, on s'est engagé à utiliser le levier énergétique et d'autres leviers pour favoriser l'investissement ici. Donc, je ne veux pas négocier sur la place publique, vous comprendrez. Donc, c'est évident que cette orientation qu'a pris le Parti québécois, d'utiliser les surfaits énergétiques pour favoriser la création d'emplois, ça nous favorise dans le contexte actuel. Et on est les seuls à le dire d'ailleurs. Si c'est bon pour Alcoa, dans votre esprit, est-ce que c'est bon pour RTA? Ben, je pense que non, monsieur ce qui est bien en plus dans Rio Tinto, c'est que c'est des projets de développement, donc de création d'emplois. Il y a une opportunité. Et pour nous, après la signature d'Alcoa, la première chose que j'ai fait, c'est tendre la main à Rio Tinto, de dire on est prêt à discuter avec vous. On est prêt à regarder vos projets d'investissement. On est prêt à vous donner des conditions favorables pour investir dans la région. Le président du syndicat, M. Gagnon, réfléchissait à voix haute encore récemment, il se demandait si, dans le contexte où AP 62 et 3 risquent de prendre encore du temps, est-ce que ça pourrait être possible encore de prolonger la durée de vie des centres au-delà de l'entente qui a été signée il y a quelques temps? On l'a déjà fait, vous l'avez vu l'an passé. D'ailleurs, il y avait une date qui était prévue, on l'a retardée, suite à l'intervention d'ailleurs d'Alain Gagnon. Donc, je souligne le travail, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est bien au fait de la situation d'aluminium et qui intervient pour protéger l'intérêt de ses membres, mais aussi pour protéger l'emploi ici en région. Donc, je vais être disposé à rencontrer M. Gagnon sur ses demandes, avec plaisir. Mais il faut que ça vienne de RTA aussi. Effectivement, déjà on a entamé des discussions, dans le sens que il y a eu à travers les rencontres qu'on a eues, c'est une problématique qui a été soulevée. J'aurai à rencontrer M. Alain Gagnon dans les prochains jours, je pense d'ailleurs, sur cette importante question. Et on va travailler main dans la main avec le syndicat et avec l'entreprise. On est ouvert à conserver les emplois entre le moment où ils vont investir et les installations actuelles. On est très ouvert. M. Bédard, en termes d'emploi, qu'est-ce qui serait satisfaisant pour vous en 4 ans? Combien de créations d'emplois? Pas bien, c'est qu'on a des opportunités incroyables. Vous voyez, en 18 mois, on a livré un centre d'expertise au niveau informatique. Donc, on est capable d'aller plus loin là-dedans. Dans le domaine privé, c'est sûr qu'on est dépendant du marché. Mais ce qu'on parle là, c'est des milliers d'emplois de plus pour la région. Oui, il y a du maintien, mais il y a du développement et où Rio Tinto va, des fois, par de l'investissement, maintenir ou développer un peu l'emploi dans nos PME, ça a une impulsion qui est encore plus importante. Donc, pour moi, ce qui va être prioritaire, c'est de s'assurer que l'effort qu'on va mettre et l'énergie, l'argent, les surprises énergétiques qu'on va mettre de l'avant pour favoriser l'investissement aient des retombées durables. Et durable, ça passe par le développement du secteur des PME. Je souhaite aussi, dans le cadre du rendez-vous, m'asseoir avec les principaux industriels de la région, qui sont dans les équipementiers dans le domaine de l'aluminium, et de regarder si on a des opportunités dans le domaine minier. Toute personne qui va dans le mine constate ces équipements-là, c'est des millions de dollars, les équipements.
viennent principalement de la Norvège et des pays scandinaves. Il y a, je pense, selon moi, une opportunité de développer le secteur des équipementiers et de l'ajuster au secteur minier. Donc, on est prêt à prendre le pari avec les entrepreneurs de la région pour développer ce créneau-là. Et ça fait en sorte que tout ce qu'on a bâti autour des équipementiers dans l'aluminium et dans la forêt pourrait très bien s'allonger dans le domaine de l'usine. Vous avez parlé du directeur Godin. Godet. Godin, c'est ça. Il tirait peut-être ici les pharmaceutiques. Écoutez, sont toutes dans la région de Montréal, sauf quelques-unes dans la région de Québec. Les pharmaceutiques, toute la dynamique a changé depuis un certain nombre d'années au niveau des grandes sociétés pharmaceutiques. Exact. Ça ne sera pas évident. Il y a déjà un laboratoire à l'UQAC, le laboratoire La Sèvre, qui travaille avec... Ce que je veux voir avec M. Godet, c'est où sont les opportunités, comment on peut soutenir. Le Québec a changé. Vous avez vu, quand on était au pouvoir, on a aboli ce qu'on appelait le BAC-15, donc la protection sur 15 ans. On est revenu à 10 ans comme ce qu'on voit ailleurs au Canada. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on a opéré une transformation par rapport à ce secteur de recherche. Comment on l'a ajusté? C'est que beaucoup, les pharmaceutiques travaillent avec les institutions d'enseignement et les laboratoires comme dont dispose M. Godet et son équipe. Donc, il y a une opportunité. Je vais regarder avec lui. Pour moi, c'est un créneau qui est encore en développement ici, qui est encore en émergence. Et il faut profiter de ces opportunités. Le gouvernement du Québec peut soutenir des projets à ce niveau-là pour favoriser la recherche dans le domaine pharmaceutique. Oui, à Montréal, mais c'est pas une aide qui est géographique. C'est une aide qui est par compagnie. Alors, je suis bien placé au Trésor pour en avoir vu passer. Je les ai toutes vues passer. Alors, il y a une opportunité là qui est intéressante. Évidemment, il faut travailler avec des gens qui ont une compétence, une connaissance et la crédibilité. On a la chance d'avoir un peu de Dr Godet et, évidemment, le secteur de la recherche à l'université ainsi qu'à l'hôpital, c'est un secteur qui est très développé. Donc, on a ici un pôle important dans la recherche. Donc, il y a des opportunités. Évidemment, on émerge. Ce que je vous dis, c'est qu'on a convaincu qu'on a des possibilités. J'ai confié le mandat à M. Godet dans le cadre du rendez-vous et on discute là-dessus. Et je pense qu'il peut y avoir à court terme des opportunités. Au niveau du rapatriement des fonctionnaires, M. Bédard, oui. prise 2, c'est une version différente. Combien de fonctionnaires vous aimeriez voir apparaître dans le comté de Québec? Bien là, on a au moins 30 de plus dans le centre d'expertise. Il va en avoir 70 de plus à Jonquière pour le ministère du Revenu. Mais notre objectif, et là, évidemment, je parle de l'ensemble de la région. J'aimerais, évidemment, chaque comté peut avoir sa juste part. Mais ça serait bien les opportunités qu'on a, entre autres, avec le ministère des Transports actuellement et l'informatique. C'est deux secteurs qui sont en croissance au niveau de la fonction publique. Pourquoi? Parce qu'on est en train de rapatrier à l'interne l'expertise, on est en embauche. Donc, il y a une opportunité là, on ne déplace pas des fonctionnaires, on embauche des gens à partir de la région. Donc, on peut parler moi, ce que je souhaiterais, c'est au moins une centaine de plus. À quel point le succès du programme de formation aéronautique? Vous voyez, tout le monde est gourmand actuellement. On a vu à ATN ce qui s'est passé. Le gouvernement libéral a fait reculer l'exclusivité en donnant des autorisations à un collège privé. Donc, ce qui vient, c'est principalement au niveau privé. Donc, ce qu'il faut, le domaine de l'aéronautique, c'est un secteur aussi qui est en croissance. Ce que je veux m'assurer avec le Cégep de Chicoutimi, c'est de conserver cette exclusivité. Et ce qu'on va prendre parfois, c'est des demandes de programmes qui sont connexes. Alors, il faut toujours être sur nos gardes et travailler à faire en sorte que les gens comprennent bien au Québec que ce créneau-là est exclusif à la région. Je dirais donc, c'est un travail qui est perpétuel parce que les créneaux qu'on a choisis, c'est les bons. Vous savez, au niveau des médias, c'est quand même pas un secteur en décroissance, c'est un secteur en mutation, et le secteur de l'aéronautique aussi. Donc, on a à maintenir cette exclusivité-là au niveau de la formation. C'est des demandes, des tentatives qui viennent du secteur des institutions privées? Ce que je vous dis, c'est que pour moi, ça va être une priorité. On suit ça toujours. J'ai l'occasion de rencontrer la directrice du Cégep à l'occasion. On a des projets de développement ensemble. Il y en a un autre au niveau de la recherche qui serait intéressant. Mais ce créneau-là, on le suit particulièrement. Au niveau du rendez-vous des régions, de sommet économique, il y a du monde, des élus qui n'en veulent pas. Le maire de Saint-Félicien ne trouve pas que c'est une priorité. Il estime qu'on devrait régler les suites du rendez-vous sur la forêt de l'automne dernier.
finalement, si on ne met pas trop d'énergie dans ça, il y a d'autres élus aussi qui ne sont pas trop intéressés par ça. Est-ce que vous avez vraiment des feedbacks positifs de tous les acteurs économiques et politiques de la région? Non, on se concentre sur une volonté. Pourquoi? Parce que suite à la fin de la PCA, il y a eu un impact au niveau de nos PME. Okay? Donc, avant de prendre cette décision, j'ai consulté la plupart des grands industriels de la région au niveau des PME. Alors, et ce que j'ai vu, c'est une volonté de refaire le point, de regarder les opportunités ensemble. Ça va peut-être l'occasion de faire réussir des projets importants. On a tout le secteur des transports qu'on regarde actuellement. Pour moi, c'est l'occasion pour la région et au gouvernement du Québec de se rencontrer et de dire, bon, ben, voici ce qu'on veut développer et voici ce que le gouvernement du Québec est prêt à faire pour soutenir ces créneaux-là. Donc, évidemment, on n'aura jamais d'unité. Et quand on attend l'unité, on ne fait rien. Exactement. Mais la forêt est réglée parce qu'on a le rendez-vous. Mais ce qu'on a aussi, moi, ce qui est prioritaire, c'est la charte du bois phase 2. Phase 2, c'est les créneaux de recherche, le créneau d'excellence au niveau de l'utilisation du bois et de la transformation. Donc, et ça passe par une implication directe des industriels de la région. Il faut que le privé embarque là-dedans. Et ça peut seulement se faire à l'intérieur de ces rendez-vous-là. Donc, mon but, c'est de ne pas attendre l'unité. Mon but, c'est d'avancer et de favoriser, et de se donner des conditions favorables pour l'emploi, de se fermer les yeux et de dire que tout va bien. C'est pas la bonne chose à faire. On peut toujours améliorer notre situation. Puis si on ne fait pas le dernier grand rendez-vous, ça fait longtemps. On s'était préparé en 2002 à l'époque, mais c'est en cadre du rendez-vous québécois sur les régions. Un sommet de cette ampleur-là, comme on le souhaite, ça fait plus de 25 ans que c'est arrivé dans la région. Donc, je pense que je peux par 25 ans de le faire dans la région, on n'est pas trop tôt, mais ce que je dis au maire de Saint-Félicien, comme aux autres. Quant au secteur de la forêt, on va assurer le suivi. D'ailleurs, on a le meilleur député pour le faire avec Élie Trottier, et on va l'accompagner là-dedans. Quelques mots sur le débat hier soir. Comment vous avez trouvé ça, M. Bédard? Très bien. Très bien. Vous savez, en général, ceux qui aiment à gagner, selon vous, j'imagine? Oui, c'est ça. Non, ceux qui aiment, Mme Marois a montré sur quoi elle voulait débattre. Ce qu'on entend, c'est drôle. On voit la campagne, les libéraux parlent de souveraineté, mais ils ne parlent pas de ce qu'ils veulent faire. C'est tout étonnant. Alors, ils viennent d'apprendre qu'on est souverainiste. Alors que nous, on parle de création d'emplois, de chartes, même de pétrole, de développement pétrolier. Moi, je ne connais pas encore la position de M. Couillard là-dessus. Alors, je le comprends de vouloir parler d'autres choses, de ce qui préoccupe les Québécois. Le point gars voulait parler des vraies affaires, je peux vous dire qu'on est loin de la réalité. Là. Donc, non, ce que j'ai vu, c'est une personne solide, Mme Marois. Je pense que le terme de déterminé, il y a Collier. Et ce qu'on compte, c'est de miser sur cette force-là, une personne qui a relevé à peu près tous les défis dans sa vie. Il le fait brillamment. Donc, le débat qui était, je pense qu'en général, ceux qui aiment le Parti québécois vont dire que Mme Marois a gagné. Ceux qui n'aiment pas le Parti libéral vont dire que M. Couillard n'a pas été bon. Donc, mais ce qui est clair, c'est qu'on voit les trois chefs de parti s'attaquer au Parti québécois. Ça, c'est clair. Et je pense que Mme Marois a relevé bien des défis dans sa vie. Donc, de voir cette unité des oppositions, ça fait que renforcer notre conviction de former un gouvernement majoritaire. Est-ce que les 2-3 derniers sondages au plan national vous inquiètent? Non. Le Parti québécois est un peu reculé par rapport au Parti libéral? Vous savez, la campagne commence. La dernière campagne, on a vu des sondages un peu bizarres aussi. Dans la campagne, ça reste tout le temps. Vous pensez que c'est des sondages bizarres? Non, bien, souvent ça arrive. Tu sais, on le sort. Ce qui se passait, c'était 37-37. Oui, puis tout d'un coup. Non, ce qu'on sent au contraire. Regardez, en Gaspésie, les libéraux, ils ne sont pas là. On ne les voit pas. Okay? Ils n'ont pas de discours. Je regarde sur la Côte-Nord, ils ne sont pas là. Dans le Bas-Saint-Laurent, ils ne sont pas là. Dans le pourtour de Montréal, on ne les voit pas. Donc, c'est ceux qui ont concentré leur vote à Montréal dans les comtés anglophones. Ce qu'on voit, c'est que les électeurs de la CAQ, anglophones ou autres, sont allés du côté du Parti libéral, c'est sûr. Mais la campagne commence. Et c'est étonnant. Nous, on ramène... Exactement. Donc, 3 semaines, c'est une éternité en politique. Vous savez ça autant que moi. Vous l'avez, donc, ce qu'on veut ramener, c'est l'emploi. Création d'emploi. Notre politique au niveau de l'utilisation des surplus d'électricité, la charte, c'est sûr, et l'intégrité, c'est sûr qu'on va parler d'intégrité. Parce que ce qu'on a vécu dans les années libérales, ça a été les pires années en termes de recul sur l'intégrité. Donc oui, M. Couillard ne veut pas en parler, il veut leur mettre là-dessus. Nous, on va plus en parler, ça va nous faire plaisir. Donc, non, je suis très confiant qu'on va former ce gouvernement majoritaire, parce que si vous regardez les sondages, peu importe lesquels d'ailleurs, nous avons un vaste appui au niveau francophone.
On parle d'une avance qui varie entre 13 et peut aller jusqu'à 16 points d'avance. Donc, ce qu'on sent, c'est que dans les secteurs francophones, on est très fort. Il faut élargir. Donc, il faut continuer à convaincre les Québécois que le seul gouvernement qui va représenter tout le Québec et toutes les régions, c'est le Parti québécois. Concernant votre congrès, vous êtes un peu déçu jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de débat d'idées avec les autres. Ben, moi, j'en amène. Alors, non, mais je respecte, mais vous avez vu, dans chaque campagne, je n'ai jamais fait de campagne négative. Je ne crois pas à Moi, ça. je parle de débat d'idées, là. Oui, oui. Pour l'instant, on est assez tranquille. Ben, moi, c'est pour ça que, vous savez, je ne prends rien pour acquis. On a lancé notre plateforme au niveau de la qualité de vie des citoyens de Chicoutimi. Aujourd'hui, c'est sur l'emploi. Au niveau de la région, on a fait la même chose. Donc, on ne prend rien pour acquis. C'est sûr qu'on est une équipe solide du Parti québécois, bien implantée, bien ancrée dans la réalité régionale. Donc, puis on est prêt à être sur toutes les tribunes. Nos adversaires sont peut-être un peu moins prêts, mais ce qui est important pour nous, c'est de présenter aux électeurs de Chicoutimi et de la région quelque chose de solide en termes de vision sur 4 ans. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, et la campagne, moi, c'est pas moi qui amène, je mène ma campagne. Le reste, on aura des débats cette semaine, je pense, à Radio-Canada, je sais que j'en ai un, Chambre de commerce. Il y a moins de débats qu'avant. Ça, c'est un choix des médias, puis c'est correct, ça nous permet de rencontrer les gens différemment. Donc, on est bien confiants. Ce qu'on sent, il y a un intérêt de la population de Chicoutimi sur l'élection, puis je les invite à votre campagne. Qui est votre principal adversaire, le libéral, ou peut-être ça? Je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est le temps. Moi, quand je vois une température comme ça, je m'inquiète toujours de la participation. Alors, ce que je vais me souhaiter, ce qu'on va souhaiter, c'est que le 7 avril, il fasse quoi? C'est que le monde aille voter en grand nombre. C'est tout le monde là.